Une fois en tibétain, deux fois en français, on fait comme ça? D'accord. Sangye chetan soki chenam la janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinso gipe senanki jola penchi sangye jupa shu. En le Bouddha, le Dharma, le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Oui. Et le micro. Oui, ça sera peut-être plus facile. Bonjour, rebonjour. Donc, certains me connaissent, d'autres pas. Déjà, je me présente, je m'appelle Catherine. Je suis traductrice à Nalanda. Donc, professionnellement, c'est ça, c'est mon travail, c'est la traduction depuis 25 ans. J'ai commencé en 2000. Et à force de traduire les mots des lamas, ben, j'avais envie d'en parler avec de parler du Dharma avec mes propres mots après 25 ans. Donc souvent ce que je répète, c'est ce que j'ai entendu des lamas auxquels j'ai traduit toutes ces années. En gros, c'est ça. Et donc j'étais en Inde, après à Nalanda, et c'est la première fois que j'enseigne à l'Institut. Donc je suis bien contente qu'on soit là tous ensemble. C'est pas un enseignement formel, là, c'est plus un partage. C'est actif. Ça va être un apprentissage actif. Donc, vous allez vous engager aussi dans la discussion. Il va y avoir des débats que vous allez faire entre vous, des exercices que vous allez faire entre vous petit à petit. Donc, voilà. Après, donc, j'en connais deux qui viennent de l'autre côté de la rivière, qui étudient le Peba en anglais à Nalanda. Après, tous les autres, vous avez fait comme au minimum en tant qu'étude le découverte, le DB. Est-ce qu'il y en a qui ont étudié un peu plus, qui ont fait d'autres études à part ça? À part Chojak, hein. Chojak, il sait déjà tout, mais bon, on va pas lui demander. Donc, la base, c'est le DB. Et de toute façon, vous avez les notions de base essentielles, ouais. Parce que les débats, d'habitude, dans les monastères, ils commencent quand ils sont petits. Ils ont 8-10 ans, les moines, quand ils commencent. Donc, ils apprennent la logique en même temps, etc. Donc, c'est des exemples qui sont vraiment des exemples de base. Le vase, le pot, le poteau, la colonne, c'est les exemples qui sont utilisés. Moi, je vais amener des exemples de dharma dans nos débats. Parce que ça a plus de goût, quoi. C'est plus intéressant pour nous. Donc, il y a peut-être des concepts que vous connaissez. D'ailleurs, c'est l'idée des concepts que vous connaissez peut-être pas. Vous savez peut-être pas forcément les définitions des différents termes qu'on utilise dans le dharma. Donc, ça sera l'occasion de les découvrir en même temps. D'accord. Donc, l'idée d'être paumé dans le débat, c'est normal. Faut être prêt à ça. D'accord. Et c'est à partir de là qu'on apprend. Une fois qu'on se rend compte qu'on ne sait pas, et qu'on accepte qu'on ne sait pas, c'est à partir de là qu'on apprend. Donc dans les débats, c'est normal d'être perdu, c'est normal de pas savoir les réponses, et c'est normal de pas forcément avoir une réponse non plus. Et ça nous embête. Hein. En tant qu'occidentaux, on veut une réponse claire, oui, non, carré. Et des fois, il n'y a pas de réponse. Donc on va apprendre à gérer ça aussi. Donc ce programme s'appelle, on va attendre un petit peu. Chronique bouddhiste. Chronique bouddhiste, puisque c'est une idée qu'on a eue en discutant avec le SPC, directeur. Il disait que ce serait bien qu'il y ait une plateforme entre la fin du DB, du découverte du bouddhisme, et le Peba, qu'il y ait quelque chose entre les deux. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire ces sujets-là, ces sujets de base qui sont le débat. Et débat, c'est pas juste apprendre à débattre avec les mains et tout ça. Le débat, c'est une excuse pour apprendre. Donc, on va apprendre d'abord le premier chapitre qu'on va découvrir cette fois-ci. C'est un chapitre sur les formes visibles, sur tout ce qu'on connaît, qui est facile à comprendre. On a l'expérience directe, les formes, la couleur, tout ça. Ensuite, on passera le week-end d'après sur tous les phénomènes en général, avoir une vision générale des phénomènes, permanents, impermanents, conscience, personne, etc. Donc, on touchera à ça. Ça, c'est fascinant. Parce que c'est là qu'on commence vraiment. Et ensuite, on verra aussi le mode de syllogisme et les conséquences, comment on utilise ça dans nos débats. Donc le débat, c'est un moyen d'apprendre. C'est pas le but de ce cours, de ces chroniques bouddhistes, c'est pas
d'apprendre le débat en tant que tel, juste en soi. Sinon, c'est l'utiliser pour apprendre tous les concepts bouddhistes et pour approfondir ces concepts bouddhistes. Donc, c'est l'idée du débat. Et si ça vous intéresse, si ça marche, on peut toujours continuer l'année prochaine avec d'autres sujets de base, comme les connaissances de la conscience, les chemins. Il y a plein de sujets qu'on pourrait développer après, en utilisant cette technique du débat. Ce qui veut dire qu'on va les approfondir grâce au débat, c'est l'idée. Donc ça, c'est à suivre. Pour l'instant, on va faire 3 week-ends où on va toucher la technique de débat et apprendre le monde des phénomènes en général. D'accord. Et comment utiliser la logique, et comment utiliser les conséquences. Les Tibétains, ils adorent les conséquences absurdes, ça c'est fascinant. Mais ça sera peut-être le 3e week-end, donc un petit peu de patience pour ça. On va commencer par la base, d'accord? Donc c'est l'idée du programme des chroniques bouddhistes. Et c'est ouvert à tout le monde, hein, même ceux qui ont fait des études plus approfondies, qui connaissent pas forcément le système de débat, c'est très utile d'avoir cette connaissance de toute façon. Hein. Ensuite... donc, je vais vous ouvrir ça, la façon de... Si j'y arrive. La façon d'analyser un sujet. Comment on va analyser un sujet. Il est où? Je suis de la vieille génération, comme un petit peu tout le monde ici d'ailleurs. Donc c'est un petit peu compliqué d'appuyer sur les boutons. Donc voilà, chronique bouddhiste. Ah, et ben ça marche pas. Il était allumé, ouais. Il est allumé, il faut juste il est en veille, donc il faut l'éveiller. On va éveiller la télé, ce sera déjà ça de gagner. Il y a un joli bouton rouge quelque part. Ah, ça y est. Cool. Voilà, c'est notre technicienne. Désignée, technicienne. Alors, attends, parce qu'il y a ça qui gêne. Ah, mais ça va s'enlever peut-être naturellement, éventuellement. Ah ouais. Voilà. Super, merci. Donc, chronique bouddhiste. L'idée, terrain ou la base pour étudier le Péba ensuite et d'autres cours. C'est utile pour toutes les études de la philosophie de toute façon. Vous voyez? On va le pencher un petit peu plus. Vous voyez tout le monde? Ça, c'est juste les points de base, mais ça va être intéressant parce que probablement cet après-midi, on va voir une démonstration du débat comme font les moines en pleine action, et avec c'est Geshe Losel qui le fait, et il explique la signification de tous les gestes qui sont faits pendant le débat. Donc on aura cette démonstration à un moment donné, c'est pour ça que la télé est très utile, entre autres. Mais vous inquiétez pas, nous quand on va débattre, on va pas faire la dynamique tibétaine, on n'a pas besoin de ça. On va le faire plus facilement, d'accord? Mais c'est juste pour vous donner une idée de comment ça se fait dans les monastères. Vous avez tous vu comment les moines débattent dans les monastères? Vous avez vu ça, non? Ouais. Regardez sur YouTube, quelque chose comme ça, il y en a sûrement un petit peu partout. C'est intéressant. Ils se réchauffent. C'est au Tibet, il faisait froid, donc ils se réchauffent avec le clap et tout ça. Voilà. Donc, l'idée du débat, c'est aider à comprendre le langage des textes et les études philosophiques au style tibétain. Souvent, quand les maîtres tibétains enseignent, ils ont cette structure de base, de logique établie. C'est un code de logique qui est établi pour eux. Donc, il l'inclut souvent dans les enseignements. Donc, c'est bien de pouvoir comprendre ça. C'est top de pouvoir comprendre ce fonctionnement-là. C'est génial. C'est pas tout le monde qui l'a forcément, mais bon. Et ça requiert un peu de logique. Donc, pour ceux qui ont un esprit logique, ça sera plus facile. C'est pas le bout du monde non plus. Je dis, c'est des enfants de 8-10 ans qui l'apprennent, les petits moines, qui commencent à apprendre la logique à l'école. Donc, c'est pas le bout du monde. Quand on arrive au sujet comme la vacuité et tout ça, oui, ça devient compliqué, suivant le sujet. Mais la technique en tant que telle, c'est pas compliqué. Et donc on va toucher les débats et la présentation générale du monde des phénomènes tels qu'on les connaît avec notre esprit pendant ces 3 week-ends, et plus tard, si on veut, on fera l'étude de la conscience, les écoles, les chemins, tout ça. Donc le débat, ça se fait en 3 week-ends, octobre, un en novembre et un en décembre, je sais plus les dates.
Maintenant, comment approfondir un sujet que la façon dont on analyse un sujet? Yeah? On fait d'abord, on va avoir une définition officielle de ce sujet. On va le voir ensuite avec un exemple. Donc d'abord, il y a une définition. La définition, c'est quelque chose qui caractérise ce sujet. Ça veut dire que ça exclut tout ce qui n'est pas ce sujet. Donc dans une définition, il y a plusieurs éléments qui sont inclus, qui correspondent seulement à ce sujet, excluant tout autre sujet. C'est le but d'une définition. Et l'important, pour commencer dans la définition, c'est voir quelle est l'entité, quelle est la nature du phénomène duquel on parle. Ça, c'est en général le premier mot qui vient dans une définition, indique sa nature. Et ça va être important quand on va voir le monde des phénomènes, de se rendre compte quelle est la nature de chaque phénomène. Ouais. Donc ça, on va le voir plus tard. Ensuite, quand on analyse un phénomène, ou un phénomène en tant que catégorie, le concept, non, par exemple, impermanence. Donc on va voir d'abord la définition. Impermanence, la définition, c'est momentané. Un phénomène, on peut dire, qui est momentané. C'est facile à se rappeler. Ensuite, la division d'impermanents, par exemple, il y a 3 sortes d'impermanents. On le divise en 3. Les consciences, les formes, mais ça on le verra plus tard, ça c'est pas grave. Juste pour vous donner une idée pour l'instant. On aura les définitions, tout ça le week-end prochain, le week-end d'après. Donc il y a tout ce qui est les formes. Formes, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout ce qui est conscience et tout ce qui est impermanent, qui est ni conscience ni forme, qu'on appelle un composé. Un composé sans être les deux. Donc là, c'est la division. Donc on commence déjà à approfondir un peu notre sujet. Juste l'idée d'impermanence, on se rend compte que c'est pas juste ça. D'abord, c'est momentané, et avec la définition, on va voir ce que veut dire momentané, ce que ça implique. Ensuite, on comprend qu'il y a 3 sortes d'impermanents, par exemple. Yeah. Soit des formes, comme les formes visuelles, les sons, tout ça, ou les consciences, yeah, l'esprit, etc., conscience visuelle, tout ça, et tout ce qui n'est pas ça, tout ce qui est ni forme, ni conscience, mais qui est quand même impermanent. Par exemple, qu'est-ce qui est impermanent, qui est ni une forme, ni un élément physique, ni une conscience? Le temps. Voilà, au niveau, hein. La personne, c'est le plus important de tous. La personne, le jeu. Parce que le jeu, on va y revenir constamment au jeu. Ça, on sait, c'est notre problème, hein. Donc voilà. Ensuite, on va donner un exemple de quelque chose qui est impermanent. Donnez-moi un exemple de quelque chose d'impermanent. Un exemple. Quand on prend un exemple, c'est quelque chose de précis. C'est pas une catégorie, c'est quelque chose de précis. Donnez-moi un exemple précis d'impermanent. La vie, c'est trop un peu général. Une fleur. D'autres? La table. L'odeur. Hein? Oui, la chaleur. Le jeu. On va y revenir au jeu. Hein. Le jeu, je suis désolée, mais il est impermanent. Non, on veut pas le savoir, mais il est impermanent, ce jeu. Donc moi, impermanent aussi, hein, on n'oublie pas ça. Et notre conscience, hein, notre esprit est impermanent aussi. Notre corps, notre esprit, nos sensations, tout ça, c'est impermanent. D'accord? Des choses permanentes. Très bonne question. On verra ça le week-end prochain. Je vais vous garder ici, je ne vais pas vous partir. On va garder un peu de suspense. Ensuite, les synonymes. On va chercher les synonymes donc on est en train d'analyser impermanence. Vous voyez, là, on commence à être plus clair sur la notion d'impermanence, non? Donc maintenant, on veut des synonymes d'impermanent. Ça, on le verra dans le plan de la semaine prochaine avec tous les phénomènes. Est-ce que vous en connaissez des synonymes d'impermanent? Éphémère, temporaire, transitoire, fugace. Ok. Dans les termes bouddhistes, un phénomène produit. Quand on parle d'un produit, un phénomène produit, c'est la même chose qu'un impermanent. Impermanent, montre l'aspect qui change moment par moment. C'est pour ça qu'on appelle ça impermanent. Change moment par moment. Et momentary en English. J'ai l'habitude de traduire en anglais, c'est pour ça que ça vient en anglais. Mais donc quelque chose qui change constamment, c'est la notion d'impermanent. La notion de produit, donc la table, là, c'est l'exemple classique, est impermanente, elle change moment par moment. Nous, on le voit pas. Cette impermanence subtile, on la voit pas, mais ça change constamment. Right? Et ensuite, un produit, la table est un produit aussi. Hein? Elle est un produit, parce qu'elle est produite par des causes et conditions. Donc là, on a déjà deux informations différentes sur la même table. Impermanent
produit. Et il y a encore d'autres équivalents d'impermanent aussi. Cause, une cause. Tout impermanent est une cause. Tout ce qui est impermanent est une cause. Si vous y pensez, ça va loin. Donc déjà, on commence, on voit avec les débats, on y va, non, etc. Donc il y a plusieurs exemples, plusieurs synonymes d'impermanent. J'avais noté d'autres, je me rappelle plus maintenant. Une chose, un composé, un phénomène composé qui se désintègre aussi, et une chose qui est quelque chose qui performe une fonction, c'est une chose. Donc voilà. Ensuite, on a vu des synonymes, les délimitations, les périmètres d'impermanent. Donc tout ce qui est impermanent, ça doit exister, c'est un existant, donc c'est un phénomène, un existant. Les non-existants ne sont pas impermanents. Exemple de non-existant, en général, les Tibétains parlent de la corne du lapin, vous en avez déjà, ou du lièvre, la corne du lièvre, vous en avez entendu parler de cet exemple? C'est un exemple tibétain traditionnel, la corne du lièvre. Ou l'enfant d'une femme stérile. Ça, c'est un autre exemple utilisé dans les textes, des choses qui n'existent pas. Elles n'existent pas, donc elles peuvent pas être impermanentes. Elles peuvent pas changer moment à moment, elles peuvent pas être produites, elles peuvent pas être impermanentes. Donc c'est quelque chose qui existe et qui n'est pas permanent. Yeah? Tout le reste, ça rentre dans cette catégorie. Si c'est un phénomène et que c'est pas permanent, c'est impermanent. Donc là, on a délimité notre catégorie. D'accord? Donc on a fait on a le périmètre et après vient la relation aux autres phénomènes. C'est ce qu'on appelle, en tibétain, c'est musumushi. C'est mignon, non? Musumushi, c'est la relation entre impermanent et tous les autres concepts de phénomènes qu'on connaît. On va faire la relation pour comprendre comment ça se connecte avec notre réalité. Et ça, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Ces relations entre les phénomènes en catégories, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Donc, ce qu'on appelle musumushi en tibétain, les relations logiques. D'accord? Donc, vous voyez, on a pris un phénomène impermanent et on a commencé à l'analyser. On commence déjà à avoir une vision plus claire de ce qu'est impermanent. C'est pas juste une notion impermanent comme on l'utilise dans notre quotidien. C'est plus que ça. Il y a plus de détails. Et si on rentre dans le débat avec les musumushi, etc., on va voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de la notion d'impermanent, dont on n'a pas l'idée quand on entend juste le mot. Donc après, on va développer par l'analyse le sujet avec le débat, à utiliser le syllogisme, les conséquences, utiliser des raisons valides, c'est la base du débat, pour prouver l'impermanent. D'accord? C'est la démarche des débats. Et ça a l'air, c'est facile en fait. La technique de base est relativement facile. Après, c'est juste les sujets qui peuvent devenir de plus en plus compliqués. Ok. Donc ce week-end, on va voir les relations musumushi. On va faire des exercices très rapidement. On va voir la présentation du monde et des formes, de tout ce qui est physique. C'est la première chose que tout le monde connaît. Même les bébés, ils ont des expériences avec le monde physique, le son, les odeurs et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on va on va prendre les définitions de tout ce qui est le monde physique aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est facile à connecter avec. On n'a pas besoin de penser pour quand on vous dit la table, quand on vous dit une couleur, vous n'avez pas besoin d'élaborer, c'est quelque chose qui vient à l'esprit immédiatement. C'est pour ça que les débats commencent avec une base qui est facile, ce monde des objets physiques. Et on apprendra la formule de base du débat. Et vous allez avoir, pour ceux qui veulent, un devoir mensuel. Pour ceux qui veulent. Et c'est pas un cours officiel de la FPMT, comment on dit en français? FPMT, c'est pas un cours de la FPMT dans le sens où ça fait pas partie du programme d'éducation où vous avez des quiz, où vous avez des examens, où vous avez un certificat à la fin. On pourra s'inventer un certificat si vous voulez, s'il y a une fin à un moment donné, mais c'est une dynamique qui est beaucoup plus flexible. On va à notre rythme, on s'adapte suivant nos besoins, etc. Et donc, quand je parle de devoir mensuel, c'est pareil, c'est pas un critère que vous devez passer pour arriver au prochain week-end. Je vais pas faire un examen à l'entrée ou quoi que ce soit. C'est quelque chose c'est une façon d'intégrer nos techniques d'analyse du débat dans les sujets de pratique, de notre pratique assise, d'accord? De notre pratique du Dharma. Donc ça, c'est pour nous connecter avec notre pratique, qu'on aura ce petit devoir mensuel. C'est une méditation analytique à élaborer chacun chez soi. Donc, quelle est l'utilité du débat? À la base, si on revient à notre réalité de base, on a un problème. C'est pour ça qu'on est ici. Si on n'avait pas de problème, on serait pas ici, d'accord? On serait pas dans les centres de Dharma. On serait pas en train de chercher une solution. Ouais. Quel est notre problème de base?
La souffrance. Et la souffrance, c'est pas forcément. Bon, on a juste allumé la télé et puis on envoie de la souffrance. Là, ça s'enchaîne et c'est assez violent. Hein. Mais quand on parle de la souffrance, c'est pas la souffrance par rapport au monde extérieur, c'est notre souffrance intérieure. C'est comment on perçoit la réalité, comment on vit, non? Et la souffrance vient de là. Donc on a tous des souffrances qui sont variées. Chacun souffre à sa façon. Physiquement, mentalement. Et de plus en plus mentalement, juste écouter les informations, il y a de quoi générer l'anxiété définitivement, comme minimum, non? Et la souffrance, elle peut être aussi beaucoup plus subtile que ça. Ouais. Il y a la souffrance du changement. Vous en avez entendu parler. Et la troisième souffrance. La souffrance qui est juste à l'essence de toutes nos expériences. On est censé souffrance, on l'identifie pas comme ça. Même quand on est dans un état méditatif qui est pure joy, pure bliss, de grande félicité ou béatitude, ce que vous voulez, même à ce moment-là, il y a quand même une souffrance latente. C'est dans notre nature. Ouais. Donc, il y a aussi cette insatisfaction chronique. Dès que tout va bien, quand on souffre, on a une raison de souffrir. Quand on n'a plus de raison de souffrir, ben, l'insatisfaction arrive, non? On veut toujours mieux, toujours plus, etc. Non? Donc il y a cette insatisfaction chronique, ça fait partie de la souffrance, ça fait partie de notre problème, définitivement. Et quelle est la cause de ce problème? La cause, la racine de ce problème? Hein? L'attachement, l'ignorance? Je vous entends pas. Ah, c'est vrai qu'il faudrait utiliser le même. Ouais, mais là, ça va être trop compliqué. Je répète au micro et puis voilà. Donc, l'attachement, l'ignorance, la colère, l'aversion. Hein? Le quoi? Le jeu. Ouais, c'est la base. Tout ce que vous avez mentionné, c'est basé sur cette ignorance du jeu, la fausse notion du jeu qu'on a, non? On a parce qu'on pense que je existe de cette façon et on s'attache complètement à cette existence du jeu, de là viennent tous nos problèmes. D'accord? Donc c'est une ignorance qui est vraiment fondamentale, qui est enracinée en nous. Et c'est quelque chose qui est avec nous présent depuis toujours. Si vous croyez dans les vies passées, ben depuis toutes les vies passées, sans début, on a cette ignorance de base, cette notion du jeu solidifiée, non? Et on s'y attache en plus. Et à partir de là, tout le reste. Il y a l'enchaînement de tous les perceptions exagérées de la réalité, et de là, on réagit du côté de l'attachement, du côté de l'aversion, etc. Ouais. Donc le jeu en tant que soi, c'est pas un problème. Cathy, c'est pas un problème. Le problème, c'est comment je perçois Cathy et comment je m'attache à cette Cathy. Donc ça, c'est notre problème. C'est une ignorance qui est vraiment viscérale. Elle est aussi vicieuse. Elle est aussi, elle est attachante. On s'y attache, donc elle est attachante quand même. Ce si joli monstre, Mingyur Rinpoche, je crois qu'il l'appelle comme ça, l'ego, ce si joli monstre auquel on est attaché, ce jeu. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intrinsèque en nous, hein. Pour l'éliminer, c'est vraiment difficile, hein. Vous avez essayé? Ça marche? Un petit peu quand même. Oh, allez, un petit peu pour commencer. Donc, quelle est la solution? Éliminer cette ignorance, éliminer cette notion du jeu solidifié, non? Mais comme cette ignorance est tellement, comme ce concept est tellement attaché, enraciné, tellement intrinsèque à nous, et ben l'antidote, il va falloir qu'il soit costaud. On est bien d'accord. Donc l'antidote, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Ouais. Quel genre de sagesse? Celle qui va à l'encontre du jeu. La vacuité. Ouais, la sagesse de la vacuité, qui connaît la vacuité. Mais c'est pas la vacuité de la table, on s'en fout au bout du compte, hein. Honnêtement, la vacuité de l'objet qu'on a en face de nous, c'est pas le plus important. On commence par ça parce que c'est plus facile d'éliminer la notion de solidification de l'objet en face de nous que de soi-même. Mais à la base, tout yogi, tout yogini, tout pratiquant va chercher la vacuité de soi-même, non, du jeu, quoi. C'est la façon d'éliminer cette solidification. Donc la sagesse, on a essayé, c'est pas facile, hein, non plus, hein.
Pourquoi? Parce que l'ignorance, elle est tellement solide, elle est tellement costaud, tellement enracinée en nous que la sagesse doit vraiment avoir un pouvoir incroyable pour pouvoir le détrôner. Et c'est comme si on veut couper un baobab, le tronc d'un baobab avec comment on appelle ça en français? Une hache, non? On fait un coup, deux coups, il va en falloir des coups. Et c'est ce qu'on fait avec l'analyse, en fait. C'est on donne des coups au tronc du baobab. Ouais. Parce que c'est pas du jour au lendemain que ça va se passer. C'est pas en méditant sur l'absence de pensée entre l'expiration et l'inspiration, c'est pas suffisant. Ça fait rien, ça touche absolument pas le jeu. Ça peut même le solidifier quand on a ces états vides de méditation. C'est super agréable, bien sûr. Il n'y a pas de pensée, tout ça, c'est bien. Mais ça touche absolument pas l'ego. Ça l'attaque absolument pas. Donc, il faut développer la sagesse qui a ce pouvoir de déraciner de cette notion si forte en nous. Ça veut dire que cette sagesse, elle doit être vraiment forte. Quel genre d'esprit sera cette sagesse pour ceux qui ont analysé, appris l'aurique, les 7 esprits, cette conscience, ça vous dit quelque chose? Quel genre de sagesse est la plus efficace? La perception directe, une sagesse qui n'est pas conceptuelle. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ici alors? Si elle n'est pas conceptuelle, on est en train de développer les concepts. C'est une sagesse non conceptuelle, ce qu'on appelle une réalisation directe ou l'expérience directe ou une cognition directe de la vacuité du non-jeu. Et ce genre d'expérience en tant qu'être ordinaire, ça vient pas comme ça. Il y a besoin de beaucoup de facteurs avant ça pour être capable d'avoir cette expérience directe. On a l'expérience directe de voir Tara, de voir cet écran, d'entendre des sons. Ça, ce sont des perceptions directes en nous, mais elles sont basées sur les sens. Là, on parle de quelque chose de mental, c'est beaucoup plus subtil. Donc, on va essayer d'arriver à cette sagesse qui est une perception directe. Une perception directe, c'est comme une expérience viscérale, en gros. C'est quand vous n'y avez plus de concept, il n'y a plus de pensée, c'est vraiment, ça vient des intestins, ça vient de l'intérieur. C'est comme quand vous voyez une Tara, vous y pensez pas, c'est boum. Là, ça va être pareil. On va voir la vacuité, ça va être boum. Viscéral complètement. Pour arriver à ce genre d'expérience, il faut passer par l'analyse, par le conceptuel. Sans savoir conceptuellement ce qu'on veut éliminer, quel est notre problème et comment l'éliminer, etc. Il n'y a pas de moyen d'arriver, c'est pas quelque chose qui va nous tomber du ciel. Et la concentration, la méditation, c'est pas la méditation de concentration, c'est pas suffisant pour ça, définitivement. On a besoin de la concentration aussi pour développer la sagesse. Plus meilleure la concentration, plus efficace ça sera. Mais on a besoin de l'analyse, définitivement. Il y a plusieurs écoles qui disent non, tu médites, tu observes le silence entre tes pensées, les pensées, les concepts sont pas bons, sont à éliminer, que ce soit les nuages blancs, les nuages noirs, tout est à éliminer. Bien. Mais si tu sais pas quoi éliminer, tu restes bloqué dans ta méditation comme une vache. Tu penses à rien. Voilà, t'es là, ça fait du bien. Même pas, on développe pas la sagesse comme ça. Ça rend stupide d'ailleurs. Ce que disait le Dalai Lama, vous savez. Dalai Lama l'a souvent dit. Il est pour savoir si vous avez vraiment, si votre concentration va dans la bonne direction. Quand on parle de shamatha, vous savez, le calme mental, shamatha par exemple, vous en avez entendu parler. Pour savoir si vous l'avez obtenu ou pas, ou si votre concentration est bonne ou pas. Dès que vous sortez de la méditation, observez votre esprit. Si il est plus sharp, plus aigu, plus brillant, si la sagesse est là ou pas. Si on sent dans un nuage en flottant, comme ça, quand on sort de la méditation, comme qu'on a fait, eh ben, tout faux. Ça sert à rien, cette concentration. Bon, ça nous relaxe. Sur le coup, ça relaxe. Mais c'est pas ça ce qui va nous aider avec la sagesse que l'on cherche. Donc, cette sagesse, on a besoin de l'analyse. D'analyser, de comprendre, de construire cette compréhension de la vacuité. Et on va la raffiner. Plus on comprend, plus c'est clair, plus on médite analytiquement sur la vacuité, sur le jeu, sur le problème du jeu, sur ce qu'on perçoit, etc. Plus on va le raffiner, plus on va solidifier, plus on va fortifier cette connaissance. Et à un moment donné, cette connaissance sera tellement claire conceptuellement qu'il n'y aura plus besoin du concept. Et ça va devenir une expérience directe. D'accord ? Donc on commence par l'analyse. Comme on a fait avec l'impermanence, comme on fait avec les débats, analyse générale, on rentre dans le détail, on élimine tout ce qui est pas ça, on élimine, prasangika. À la fin, on trouve plus rien.
Mais ça, c'est conceptuel au début. Et une fois que la compréhension est vraiment claire, le chemin de la voie de la préparation pour ceux qui connaissent, boum, à un moment donné, ça devient cette expérience viscérale, l'expérience directe. Donc, tous ceux qui disent oh juste méditer c'est bien, la concentration c'est bien, c'est pas suffisant. C'est super important pour nous dans notre monde de fous, mais c'est pas suffisant. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on est là, pour développer le système de l'analyse, pour pouvoir arriver à développer cette sagesse et éliminer tous nos problèmes. D'accord? Maintenant, on va apprendre le débat, donc ces jours-ci. Le débat a ses règles. C'est comme un jeu. C'est comme un jeu de rôle d'ailleurs aussi. Un jeu de rôle. Un jeu de rôle. C'est aussi un drôle de jeu. Et un jeu de rôle. C'est pour s'amuser, on va pas prendre ça trop au sérieux non plus. Et je vous dis, dans les cours de débat, là, vous voyez les moines, ils sont morts de rire, ils s'engueulent, ils s'accrochent aussi. C'est très dynamique. Mais on va pas se prendre au sérieux, on va s'amuser avec pour l'instant. On va juste s'entraîner comme ça. Donc, quand on a un débat, on a le challenger qu'on appelle, celui qui mène le débat, le leader, et on a celui qui va répondre aux questions. Et chacun a un rôle très précis et a des formules très précises à donner. Ce qui rend le débat encore un peu plus compliqué d'ailleurs. C'est pas juste le débat à la française, les débats politiques. On oublie ça pour l'instant. On va faire ça d'une façon structurée si on veut aller dans la bonne direction, d'accord? Donc on va apprendre ces techniques, ces règles, ce code du débat ensemble. Maintenant, pourquoi débattre? Peut-être que juste écouter des enseignements, c'est suffisant. Réviser chez soi, c'est suffisant. Méditer dessus, c'est suffisant. Mais peut-être pas non plus. J'ai été rechercher sur Internet le taux de rétention d'apprentissage que l'on a. Suivant comment on apprend les choses, le taux de rétention que l'on a. Vous avez peut-être entendu déjà parler, non? Mais ça, c'est basé sur une étude. Où est-ce qu'elle est, celle-là? Je sais plus où elle est. Je l'ai perdue. Si vous donnez, je vous donnerai les références plus tard. Ah, c'est ça, la pyramide d'apprentissage ou le code d'apprentissage. C'est une étude à l'origine faite par Edgar Dale, D-A-L-E, et adoptée par d'autres ensuite. Donc, quand on va aux enseignements, on écoute Geshe-la, on écoute Rinpoche, on écoute le Dalai Lama, on écoute, voilà. 5 à 10% on va retenir. Pas beaucoup, hein. Ensuite, par l'étude. Dans l'étude, il dit ça peut être la lecture, prendre des notes, réviser, tout ça. On va quand même apprendre un peu plus, 10 à 30%. Parce qu'on a plus d'engagement avec l'information. Ouais. Et débat, mais c'est pas moi qui le dis en plus, débat, c'était dans cette recherche et j'ai utilisé le mot débat, c'est pas moi qui l'ai mis au lieu de... Hein, c'est écrit officiellement reconnu par la science, le débat. Donc, le débat, ça veut dire c'est un engagement de la personne actif. Non, qui va faire qu'on va comprendre mieux, qu'on va plus retenir et comprendre mieux l'information qui nous vient. Ça peut être enseigné, ça peut être des discussions. C'est pour ça que souvent dans les cours organisés par l'FPMT, il y a des groupes de discussion. C'est tellement important de pouvoir formuler. Quand on formule, on est obligé on a un autre niveau de compréhension quand on formule, ouais, que seulement à l'écoute. Non. Donc c'est le mode actif, le débat, l'enseignement, la discussion, la participation active. Non, c'est de cette façon-là, on va retenir plus. Aussi, vous avez remarqué quand on passe des examens, ouais, quand on fait un examen des cours qu'on a étudiés, par exemple, comment on apprend de nos erreurs. Je me souviens encore des erreurs que j'ai fait dans l'examen il y a 10 ans, par exemple, ou peut-être aussi, non? C'est une façon de faire des erreurs dans un processus actif, c'est une façon très efficace d'apprendre. Je pense parce que ça touche l'ego un petit peu, donc ça reste quand même. Donc, d'où l'intérêt du débat. L'intérêt du débat, c'est celui-ci, c'est d'apprendre d'une façon active. Donc, si vous veniez pour vous reposer à l'institut un petit week-end tranquille, ben c'est raté. Parce qu'on va passer à l'action. D'accord? Donc, c'était une idée générale de ce qu'est le débat et du contexte dans lequel on est juste en ce moment. Vous avez des questions? Juste là, ça va bien? D'accord. Eh bien, on va attaquer.
Ils sont où les... Si vous voulez distribuer les documents, s'il vous plaît. Ah, je vais en prendre un aussi. Merci. Alors, on va au sujet suivant. Musumushi. Vous voyez les cercles? Ça vous dit quelque chose? Ces cercles? Vous connaissez les concepts derrière ces cercles? En maths? Il y en a qui ça dit rien? Attendez, il faut que je retrouve mes notes. Combien de possibilités? Oui, je pense que oui, tout à fait. Oui, exactement, oui, c'est l'idée. Oui, écrivez dessus, on fait ça à l'ancienne. Les jeunes, ils seraient sur leur téléphone, nous on fait ça à l'ancienne. Donc on va voir combien de possibilités, les relations, comme on a parlé tout à l'heure de l'impermanence par exemple, tu sais comment le relier. Donc on va faire les cercles. Le chapitre 1 des formes et couleurs, on verra ça plus tard. On va juste utiliser la définition de couleur pour l'instant. Et ensuite on a plein d'exercices. Donc on va aller brièvement sur les 4 cercles et on va faire des exercices tous ensemble. On va faire des petits groupes. Puis vous allez essayer avec les exemples qui sont donnés. Je vais vous mettre le document ici. Intro, je pense que c'est fini. Est-ce qu'il est celui-là? Voilà. Donc, on va comparer deux éléments. Et entre premier élément A, deuxième élément B, ça va être plus facile à formuler. Pour pouvoir les comparer, il faut qu'ils existent. On est d'accord, on va pas parler des cornes du lièvre, d'accord? On va pas parler des fleurs qui tombent du ciel. On va parler de choses qui existent, d'accord? Donc, c'est notre base. Et on va analyser leurs relations, voir ce qu'ils ont en commun et voir ce qu'ils ont de différent. D'accord? Donc, ils existent. Quelque chose qui n'existe pas ne peut pas être comparé, en fait. Il n'a pas les caractéristiques spécifiques pour être comparé à autre chose. Ouais? Il n'y a pas d'exemple particulier de ce qui n'existe pas qu'on peut comparer avec. Donc, ça n'a pas de sens d'utiliser un non-existant. Ça n'a pas de sens. Et non-existant, pour l'instant, les contes du lièvre, ça n'a pas l'air d'être compliqué, hein. Mais non-existant, donnez-moi un exemple de non-existant, quelque chose qui n'existe pas, qui peut nous intéresser, qui puisse nous intéresser ici dans le bouddhisme. L'existence véritable du jeu, ouais. Le jeu dans ce sens-là, ouais, tout à fait. Le jeu tel qu'on le perçoit, cette notion d'existence véritable, c'est un non-existant. Donc, vous voyez comme ça va être important à un moment donné, ce concept de non-existant quand même, hein. Donc maintenant, on commence juste avec des bases, le ciel, la terre, la vache, blablabla. Mais tout ça, c'est très pratique en termes du bouddhisme après ça. D'accord? Donc, il faut que ce soit quelque chose qui existe. Et on va comparer deux choses. Ces deux choses doivent être différentes. Donc, elles doivent exister et elles doivent être différentes. Quelque chose qui est différent, d'abord, c'est un phénomène, ça veut dire que ça existe. Et ensuite, c'est distinct. C'est la définition de différent. Un phénomène qui est distinct. Ça nous aide beaucoup, hein. L'opposé de différent, c'est unique, dans les termes bouddhistes, d'accord? Donc, différent, c'est quelque chose qui existe et qui n'est pas qui n'est pas unique.
La seule chose qui est unique avec la table, qui est un avec la table littéralement, c'est la table. Donc différent, c'est deux choses qui ne sont pas la même chose. OK? Qui sont différents pour deux raisons. Ça peut être parce que ça parle de deux objets différents, la table et la télé, par exemple. Ils sont différents en tant qu'objets. Mais ça peut être aussi impermanent et produit. Nous avons vu qu'ils sont synonymes. Donc la table est impermanente, la table est un produit. Ils sont synonymes. Pourtant, ils sont différents. Impermanent et produit. Même s'ils parlent de la même chose sera les deux. Ils sont synonymes, mais ils sont différents. Ils sont différents en termes. Le nom est différent. Et chacun a sa définition. Donc chacun a sa définition, chacun est un nom différent, même s'ils parlent de la même chose, même s'ils sont synonymes, ils sont différents dans ce sens-là. D'accord? Donc ça peut être l'objet qui est différent, deux objets différents, A et B, la table et la télé, ou ça peut être impermanent et produit, qui sont des synonymes, qui parlent exactement du même objet, mais qui sont différents par leur définition et leur terme, le terme utilisé. Donc on commence avec ces deux éléments, A et B, ils existent et ils sont différents, au moins en nom et définition. D'accord? Ensuite, on va observer comment ils sont reliés l'un à l'autre. Il y a 4 possibilités. On va prendre par exemple si on parlait du ciel et de la mer. Donc quelle est la relation entre le ciel et la mer? Ils pourraient être, par exemple, équivalents. C'est notre premier cercle. S'ils sont équivalents, il n'y a qu'une seule option. D'accord? Ils sont équivalents. Le ciel et la mer sont-ils équivalents? Oh, mutuellement inclusif, c'est techniquement en tibétain. Non. Donc, c'est pas la première option. Il n'y a rien qui soit les deux. Pour qu'ils soient équivalents, c'est marqué ici, ils sont différents, on l'a vu. Et ils ont les 8 portes de l'implication. On verra ça plus tard. Ah bah oui, bah ça y est, vous passez au week-end suivant, c'est bon. Oui, donc tu peux répéter, je répète en même temps. Produit et impermanent sont équivalents? Oui. D'accord? Il y a une seule, c'est la même chose. Ce que vous allez, le petit cocher vert, c'est un exemple. Donnez un exemple de ce qui est impermanent. Donnez un exemple. Qu'est-ce qui est impermanent? La fleur. Donnez un exemple d'un produit. La fleur. La fleur est impermanente, la fleur est un produit. Donc la fleur est A et B en même temps. Elle fait partie de A et B en même temps. La fleur est les deux, impermanent et produit. Dans notre cas A et B, on avait impermanent et produit. Oui? La fleur est un exemple des deux. Si c'est une fleur, elle est nécessairement impermanente, elle est nécessairement un produit. Elle est forcément les deux. D'accord? Dans ce cas-là, ça sera équivalent, impermanent et produit sont équivalents. Ensuite, si on parlait une relation de 3 à 3, on va parler par exemple... Oui. Oui. Des exemples? Quand on compare les catégories, on les compare par rapport à leur nature, à leur entité, de fait. Donc, un impermanent, c'est un phénomène qui n'est pas permanent. Un produit, c'est aussi un phénomène qui n'est pas permanent. Oui. Par exemple? On va voir avec les exemples, alors si... ouais. Non, on utilise juste pour comparer deux phénomènes. On n'élabore pas plus que ça. On compare deux phénomènes et on va voir s'ils sont équivalents. S'ils sont équivalents, ça veut dire qu'ils sont différents. Et que si c'est l'un, c'est nécessairement l'autre. Si ce n'est pas l'un, c'est nécessairement pas l'autre. Si l'un, c'est les 8 portes qu'on va voir plus tard. Si l'un est l'autre, l'autre est l'un. Si l'un n'est pas l'autre, l'autre n'est pas l'autre, etc. C'est 8 portes. Mais c'est juste ça, c'est juste comparer. On ne va pas élaborer plus que ça. Après, on va avoir des exemples de tout ce qui est équivalent. Les 8 portes, tu peux les citer? Oui, on va voir ça tout à l'heure. D'abord, on a une vue générale, on fait un exercice et on y revient. Parce que sinon, vous n'allez pas faire d'exercice, vous allez vous endormir ce matin. Allez. Donc, on va développer ça. Avec les exemples, ça va être plus facile à cerner. Hein?
Donc, un exemple de 3 possibilités. Qu'est-ce qu'on a qui a 3 possibilités? 3 possibilités, ça serait par exemple, ouais, dans des exemples faciles à trouver. Table et impermanent, très bien. Table et impermanent, ça nous va. Non, on va voir. Donc, on a pris A, table, B, impermanent. D'accord? Quelle est la relation entre table et impermanent? Donc, pour savoir que c'est cette 3 possibilités, on va chercher un exemple commun d'abord. Qu'est-ce qu'il y a qui soit commun entre table et impermanent? Cette table. Un exemple doit être précis. Donc, cette table, elle est A, elle est une table, et elle est B, elle est impermanente. Ouais. Donc, on a pris 2 catégories, la catégorie table, la catégorie impermanent. On a la 3e. Et on a d'abord vérifié, on va se poser des questions, quelle est la relation entre ces 2. Donc, on a d'abord un exemple de ce qui est les 2. Ici, ce vert à l'intérieur des 2 cercles. Cette table, elle est autant table que impermanent. D'accord? Elle est les 2. Ouais. Ensuite, on va chercher un exemple qui est là, dans ce autre cercle. Quelque chose qui est A ou B, mais qui n'est pas l'autre. Donc, on va se demander, cette table, est-ce que c'est une table? Oh non, cette table, on l'a passé. On va prendre autre chose. La télé, cette télé. Exemple, cette télé. Est-ce qu'elle est A? Est-ce qu'elle est une table? Donc, elle est en dehors de ce cercle-là. Est-ce qu'elle est impermanente? Donc, elle est ici. D'accord? Cette télé, c'est un exemple de ce qui n'est pas A, n'est pas une table, mais qui est B, qui est impermanente. D'accord? C'est un phénomène qui est impermanent, mais qui n'est pas une table. C'est ce qu'on cherchait. Ouais. Toujours, les exemples doivent être spécifiques pour être compris facilement. Un exemple est utilisé dans le système de débat, dans le système de logique. Un exemple est utilisé pour donner une image facile pour comprendre le concept. Donc, un exemple doit être précis, assez précis pour illustrer le concept que l'on veut montrer. Oui. Parce que si on le reste général, ça peut toujours être des exemples, mais ils marquent pas autant l'esprit, ils sont pas aussi clairs, tu sais. Donc, on va repasser ces 4 options. On fait d'abord une vision générale, oui. Donc, maintenant, on a A, c'est la table, B, c'est impermanent. On a eu un exemple de quelque chose qui est les 2, cette table. Quelque chose qui est impermanente, mais pas une table. On l'a ici. Et maintenant, on va se demander, y a-t-il un exemple de ce qui est une table, mais qui n'est pas impermanent? Ce qui est A, mais pas B. Est-ce qu'on peut proposer quelque chose qui est une table, mais qui n'est pas impermanent? Non. Pourquoi? Parce que les tables sont impermanentes. D'accord? Donc, il n'y a rien. Parce que dans ce cas-là, on serait tombé dans les 4 possibilités. Il n'y a rien qui soit une table et qui soit pas impermanent. D'accord? Donc, on n'a pas de 4e possibilité. On va voir juste après. Par contre, on peut toujours trouver quelques exceptions. Donc, en général, on va se garder sur les concepts en général, à moins que ce soit vraiment qu'on rentre dans la philosophie, tu sais. Mais c'est vrai que dans tout ce qu'on peut dire, il y a toujours une exception. Ça veut dire que tout est relatif, en fait. Rien n'est définitif, tout est relatif. C'est cool quand même, hein. Donc, il y aura toujours une exception qu'on peut poser si on cherche vraiment. Mais là, comme on essaie juste de comprendre la dynamique, comment ça marche, on reste sur les généralités. On est d'accord que si c'est une table, c'est impermanent. Une table imaginée n'est pas une table. Elle est juste une image. Oui, en prenant des exemples, on va y arriver. On va faire les exercices. Là, on fait juste l'introduction, on fait les exercices, et avec ça devient plus facile. Mais en gros, ce qu'on dit quand c'est 3 possibilités, ce qu'on appelle les 3 possibilités ici, c'est une des réponses qu'on va avoir. Quand on a une catégorie qui est plus grande, qui inclut l'autre catégorie, ça va être 3 possibilités. Par exemple, si on dit les êtres humains et les femmes, 3 possibilités. Non, c'est pour ça qu'il y a cette image. Pourquoi? Parce que les êtres humains ne sont pas forcément des femmes,
Par exemple, un homme, ouais, Bin Laden, ou ce que tu veux. On aurait pu trouver un autre exemple plus inspirant. Dalai Lama. Et si c'est une femme, c'est nécessairement un être humain. Par exemple, Kanjola. Hein? Donc ça, c'est trois possibilités, c'est cette idée. Quand A ou B sera une catégorie qui est plus grande, qui inclut l'autre catégorie. Quand A inclut B ou B inclut A. D'accord? Donc ça sera, et on a beaucoup quand on va utiliser nos définitions et tout ça, on va rencontrer beaucoup de ces relations de trois possibilités, comme on appelle, où une catégorie est inclue dans l'autre. Oui. Oui, pardon, on n'a pas vu la troisième, t'as raison, c'est en dehors. Oui. Exactement. Merci. Oui. Le chien Tachi. Donc ça, c'est trois. Ça s'appelle trois possibilités parce que on peut donner trois exemples de relations différentes avec A et B. On a ce qui est en vert, c'est les exemples qu'on donne. Là, ce qui était table et impermanent, c'est cette table. Ce qui était ici dans ce deuxième vers, c'est ce qui n'est pas une table et qui est impermanent, c'était la télé. Et maintenant, on va chercher quelque chose qui n'est ni table ni impermanent. Par exemple, quelque chose de permanent, faut mettre. La vacuité de la table. Oh là là, Jack, je pense que tu t'as oh là là, la totale, c'est bien. Toi, t'as étudié là quand même, t'as étudié quelque part avant. Donc cet exemple-là, il y aura toujours un exemple de ce qui est en dehors sauf qu'à pour équivalent, il y avait qu'un seul exemple, d'accord. Mais sinon, il y a toujours un exemple de ce qui est à l'extérieur. Et souvent, on le mentionne même pas. Souvent, on mentionne même pas parce que c'est pas, en général, ça a pas, là, dans ce cas-là, c'était important de savoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas impermanent, par exemple. Mais souvent, dans les débats, une fois qu'on va être chaud dans les débats, on va même oublier cette dernière catégorie. Mais comme il y a trois exemples qui peuvent être posés en relation à A et B, on appelle ça trois possibilités. C'est la notion d'inclusion. D'accord? Ensuite, on va le faire, quand on va faire les exercices, ça va venir rapidement ou plus ou moins, ça va être plus concret, en tout cas. Ensuite, une autre dynamique, c'est quatre possibilités. Alors, on va prendre l'exemple, un homme et une personne bouddhiste. Un homme et une personne bouddhiste. On va dire c'est quatre possibilités. On voyait la catégorie, par exemple, la première, ça sera homme, la deuxième catégorie, c'est bouddhiste. Une personne bouddhiste, d'accord? Dans cette catégorie, c'est homme, cette catégorie est bouddhiste. Donc, on va demander d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose en commun? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit les deux? C'est toujours la première question qu'on demande quand on compare deux facteurs, homme et bouddhiste. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est les deux? Parce que si rien n'est les deux, ça va être contradictoire. La quatrième option qu'on va voir en dessous, et donc c'est facile, on élimine cette option-là. D'accord? Donc, toujours la première question quand on analyse deux phénomènes, deux catégories, est-ce qu'il y a quelque chose qui est les deux? Équivalent, on a vu que tout ce qui était l'un était l'autre. Dans les trois possibilités, on a vu que cette table, elle était A et B. Là, on va chercher qu'est-ce qui est homme et bouddhiste. Et là, il faut donner un nom. Chojak, Dalai Lama. Geshe Loden. D'accord? Quelque chose qui est homme et bouddhiste. Oui? Maintenant, on va prendre une première catégorie, homme. On va chercher quelque chose qui est homme, mais pas bouddhiste. Par exemple? Trump. Un prêtre. Macron. Oh là, le bonheur. Michael Jackson. Il n'existe plus. En tout cas, donc on a un exemple ici d'un homme qui n'est pas bouddhiste. On a notre deuxième possibilité. C'est pour ça que ça s'appelle quatre possibilités, parce qu'on a notre deuxième exemple, deuxième possibilité. Le troisième. Hein? Et c'est là qu'on répond sans implication. Ça, on va l'entendre. Sans implication. Je suis désolée, il n'y a pas d'implication. Non, c'est pas parce qu'on a la nature. Qu'est-ce que vous alliez répondre d'ailleurs? Qu'est-ce que vous diriez? D'accord. Donc, pour être bouddhiste, il faut prendre refuge. La définition de bouddhiste d'après Chojak. Donc, si on est bouddhiste d'après Chojak, on n'a plus refuge ce matin, on est bouddhiste, tout va bien.
On accepte comme objet ultime les trois joyaux. Voilà. Donc, le fait d'avoir la nature de Bouddha à l'intérieur ne fait pas de tous les êtres un bouddhiste. Ouais. On va rester avec Trump. D'accord. Donc, on a un homme qui est pas bouddhiste. Et maintenant, on va chercher la troisième exemple, troisième possibilité, quelque chose qui est bouddhiste et qui n'est pas un homme. Oui. Elle est bouddhiste? Kandola. Allez. Bouddhiste et pas un homme. Donc là, c'est facile à comprendre, oui. Et la quatrième option, c'est quelque chose qui est ni homme, ni bouddhiste. Un exemple concret. Brigitte Macron. Exactement. Très bien. Accepté. Elle n'est pas bouddhiste? Donc, et le truc, quand on donne des exemples, comme cet exemple, c'est de prendre un exemple qui soit le plus près possible des deux catégories, qui pourraient à la limite être discutées pour clarifier. Parce que une fois de plus, on aurait pu dire la table. Allez, pour tout, on va dire la table. Mais la table, on s'ennuie au bout d'un moment. Alors que là, on a compris que c'est pas un homme, on pouvait mettre une femme, l'opposé, non bouddhiste, non bouddhiste, une femme qui est non bouddhiste. Donc c'est un exemple qui est plus proche. Donc l'idéal quand on cherche des exemples, c'est qu'ils illustrent vraiment notre point. Donc, si on parlait de la table, ça n'aurait pas eu autant d'impact que Brigitte Macron, par exemple, comme exemple. Non? Dans ce sens-là. On a vu 4 possibilités. Et la dernière, qui est la plus facile, en termes de débat, contradictoire. Par exemple, le ciel et la mer. D'accord? Pourquoi ils sont contradictoires? La réponse, c'est parce qu'il n'y a pas de base commune. Hein? Non, pardon. En technique de débat, si vous dites ils sont contradictoires, A et B sont contradictoires, si le challenger va te demander pourquoi, en tant que defender, tu vas répondre parce qu'ils n'ont pas de base commune. Parce qu'il n'y a rien qui est commun aux deux. Parce qu'il n'y a rien qui soit terre et c'était quoi? Mer et ciel. Et mer et ciel. D'accord? Donc c'est juste ça. Parce que quand il n'y a rien qui est les deux, on appelle ça une base commune, ils sont contradictoires. Impermanent et permanent sont contradictoires. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de base commune. Il n'y a rien qui soit et impermanent et permanent en même temps. D'accord? Donc c'est des phénomènes contradictoires, noir et blanc, etc. Chaud et froid. Il n'y a rien qui soit les deux, ou c'est chaud ou c'est froid. Même si c'est relatif de toute façon. Donc c'est l'idée, le concept de contradictoire ici, dans ce contexte, c'est ils n'ont pas de base commune, il n'y a pas d'exemple qui peut être donné qui soit les deux. Ok? Oui, exactement. Les termes de débat, c'est mutuellement exclusif et équivalent, c'est mutuellement inclusif. Mais on garde nos termes à nous qui sont plus faciles à comprendre, non? Et voilà, vous avez tout compris, on va faire un exercice. Donc pour réviser ça d'abord sur ces notes-là, on a 2 critères. Vous avez peut-être cette feuille va vous être utile pour faire les exercices. On a quelle est la relation entre A et B? Donc A et B ils sont tous les deux existants, ils sont différents. Chacun a son nom et sa définition. Ensuite, quand on vous demande quelle est la relation entre A et B, il n'y a que 4 réponses possibles. Parce qu'en plus, c'est vicieux le débat. Ça veut dire qu'il faut que vous compreniez rapidement comment choisir. Parce que on vous demande pas, bon, entre A et B, quel est l'exemple? Non, on vous demande quelle est la relation. Immédiatement, le plus rapidement possible, vous devez être capable de dire, ils sont O contradictoires ou équivalents, O, il y a 3 ou 4 possibilités. Donc, c'est toute l'analyse qu'on a fait graduellement, vous êtes supposé la faire rapidement dans votre tête. À un moment donné, ça devient relativement naturel pour les concepts qu'on comprend. Pour les concepts qu'on comprend pas, c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là qu'on va raffiner notre compréhension. Ouais. Donc, la réponse à donner, ça sera une de ces 4 réponses. Dans les exercices que je vais vous donner maintenant, vous comparez A et B et vous donnez la réponse entre vous. D'accord? Et pour savoir le processus que vous devriez faire personnellement, ou une fois que vous avez répondu, ça sera 4 questions à poser. D'accord? Pour savoir s'ils sont équivalents, contradictoires, 3 ou 4 possibilités, il y a 4 questions à poser entre A et B. Donc, première question, y a-t-il une base commune entre A et B, quelque chose qui soit les deux? S'il n'y a rien, contradictoire.
S'il y a un exemple qui soit les deux, A et B, on sait que c'est pas contradictoire, donc on élimine contradictoire, c'est facile. D'accord? Deuxième question. Tout ce qui est A est-il nécessairement B? Maintenant, vous avez vu, quand on compare, on dit pas A et B. On dit pas impermanent table et impermanent et table. On dit ce qui est A et ce qui est B. Donc A et B, ils sont pris comme un concept, comme une catégorie qui a ses exemples. Comme on a vu, table, l'autre table. Table était pris comme une catégorie, pas cette table seulement. D'accord? C'était pas l'entité de l'objet même, c'est l'objet en tant que catégorie, avec ses implications, avec ses illustrations, ses exemples. Oui? Donc, est-ce que tout ce qui est A est nécessairement B? Quand on a vu tout ce qui est femme est nécessairement impermanent, par exemple. Dans ce cas-là. On va à la question suivante. Tout ce qui est A, B est-il nécessairement A? Tout ce qui est bouddhiste est-il nécessairement un homme? Et à partir de ces deux questions, on va savoir si c'est 3 ou 4 possibilités ou équivalents. Donc, il faut passer par ces deux questions pour décider s'ils sont équivalents, 3 ou 4 possibilités. Oui. Et la quatrième question qu'on souvent qu'on ne pose pas, c'est y a-t-il quelque chose qui soit ni l'un ni l'autre, comme on l'a vu tout à l'heure avec comment elle s'appelle? Brigitte Macron. Voilà. Donc vous pouvez garder les yeux sur ce schéma-là et vous allez vous regrouper et faire. On va faire peut-être un exemple ensemble si vous voulez. Premier exemple ensemble et après vous vous regroupez entre vous et puis je passerai et puis on voit ça. D'accord? Donc on passe à la feuille suivante, les débats. Le premier qui est proposé, un être vivant et un humain. Donc moi, si je suis le challenger, oui, débat, exercice. C'est bon? On l'a tous? Donc, combien de possibilités entre A et B? On a vu les questions. Y a-t-il quelque chose qui soit les deux? Quelque chose qui soit A mais pas B? Quelque chose qui soit B mais pas A? Et quelque chose qui soit ni A ni B. Donc, c'est la question qu'on va poser. Maintenant, en termes de rôle, on va dire moi je suis le challenger. Donc, c'est moi qui pose les questions. Et l'autre personne est le defender, c'est lui qui va répondre. Dans les règles du jeu, d'accord? Donc, je suis le challenger, je dis, et quelle relation, quelles sont les possibilités entre un être vivant, A, et un humain, B? Je pose la question. Vous me répondez, le defender va me dire équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités, contradictoires. Qu'est-ce que vous me répondez? Un être vivant et un humain. Hein? Équivalent, 3. En tout cas, ils sont pas contradictoires. Maintenant, on va l'analyser maintenant. Mais c'est ça exactement. L'idée, c'est commencer par donner une réponse directement. Et quand j'étais à Tesamling en Inde, je traduisais pour un master programme qu'on faisait à Tesamling avec le Geshe. Et ils nous donnaient les enseignements traditionnels comme dans les monastères. Hein. Ils commencent par on va parler d'impermanence maintenant. Alors, quelle est la relation entre impermanent et vacuité? On va dire, monsieur, on sait pas, on connaît pas la définition impermanent. Non, vous répondez. Donc, bien sûr, on se plante. 4 possibilités. J'en disais toujours, dites contradictoire, comme ça vous êtes débarrassés, vous vous trompez depuis le début, puis voilà. Il y a des trucs pour les paresseux en débat, tu sais. De toute façon, tu vas te tromper, donc c'est pas grave. Et à partir de là, il lançait le débat. Et dans les réponses du débat, il nous enseignait la réponse vraie. C'est pour ça que je dis, en se trompant, on apprend. Et ça, tous les matins, c'était ça. Puis après, je vous l'ai dit 1000 fois. Une définition qu'il avait donnée il y avait 3 mois. Une fois. Donc, voilà, c'est l'idée. Donc, on a dit, entre être vivant et humain, on ne sait pas la réponse. Donc, on va commencer par la première question. Y a-t-il quelque chose qui soit un être vivant et un humain, qui soit les deux? Le défendeur va dire oui. Je dis, donne un exemple. Le challenger va dire, donne un exemple. Ah non. Again. Jack. Allez, être vivant et être humain.
Donc on sait qu'ils sont pas contradictoires. Avec cette question, on sait que ces deux catégories sont pas contradictoires, d'accord? Question suivante. Y a-t-il un exemple? Moi je demande, je suis le challenger. Y a-t-il un exemple qui soit A mais pas B? Un exemple qui soit un être vivant mais pas un humain? Oui? Un chien, un chat. D'accord. Donc on a déjà ça. Donc on sait que c'est peut-être 3, 4 possibilités ou équivalent. Maintenant, le challenger va demander, y a-t-il un exemple de quelque chose qui soit humain mais pas un être vivant? Un humain mais pas un être vivant. Hein? Un zombie, c'est pas un être humain, mais c'est pas un humain, un zombie. Exactement. Non. Donc, il n'y en a pas. Quand on reste dans les généralités, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'un être humain est nécessairement un être vivant. C'est l'implication qu'on a ici. Donc, dans nos cercles, qu'est-ce qu'on a? Dans nos cercles ici, où est-ce qu'on serait? 3 possibilités. D'accord? Ah. Une personne décédée. Oui. D'accord. Oui, on pensait à une personne décédée. Une personne décédée. Alors là, on va commencer le débat. Une personne décédée est-il un humain? Ben, oui, c'est un humain à la base quand même. Quelle est la définition d'humain? Vous voyez, c'est là qu'on tombe dans les débats qui sont très pratiques. Qu'est-ce qu'un humain? Un humain, c'est quelqu'un qui a un corps. Un corps et 4 autres agrégats. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, exactement. Et c'est comme ça qu'on apprend le processus. Vous voyez, quand quelqu'un donne une réponse fausse, dire OK, et tu commences à chercher. Et à chercher à attraper la personne avec la définition. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'on a besoin de ces définitions de toute façon, non? Mais c'est parfait, exactement. Donc, on revient à nos 3 possibilités. Oui? Et la dernière question qu'on pouvait demander, y a-t-il quelque chose qui soit ni un être vivant, ni un humain? On peut donner un exemple, il y en a plein d'exemples. La table, la pauvre table, la télé, allez, Tara derrière, par exemple. D'accord? Donc, on a fait ce premier exemple. Maintenant, vous allez faire tous les exemples suivants entre vous. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est? La relation entre être humain, et être vivant et être humain? 3 possibilités. D'accord? Ce qui veut dire que c'est celle-là. Si c'est un être humain, c'est nécessairement un être vivant. C'est ça l'idée. Donc, si vous le saviez depuis le début, vous pouvez mettre 3 possibilités sans avoir à passer par les 4 questions. Si vous n'êtes pas sûr, vous passez par les 4 questions. Pourquoi être vivant et humain sont 3 possibilités? Parce qu'on a répondu à la première question, on a trouvé quelque chose qui soit les deux, être vivant et être humain. On a trouvé un exemple de ça, d'accord? Premier exemple, on l'a trouvé. Ensuite, quand on a demandé est-ce qu'il y a des êtres vivants qui soient pas des humains, on a aussi trouvé un exemple. Un être vivant qui soit pas un humain, on a trouvé un exemple. On a trouvé un exemple de quelque chose qui était les deux. On a trouvé un exemple du chat, qui est un être vivant et qui n'est pas un humain. Et ensuite, on demande l'autre question, est-ce qu'il y a un humain qui ne soit pas un être vivant? On a dit non, parce qu'un humain est inclus dans la catégorie des êtres vivants. D'accord? Et ensuite, les 4 questions, c'est celles qui sont marquées au début de la page. Et la question numéro 4, y a-t-il quelque chose qui est ni être vivant, ni humain, la pauvre table? Ouais. Mais si, il faut s'exercer, c'est pour ça qu'on va faire l'exercice maintenant. C'est en faisant l'exercice que ça va rentrer petit à petit. Donc, vous êtes par groupe de 2 ou 3, tel que vous êtes rassemblés, si vous voulez. Ou vous faites des groupes de 3, si vous voulez quelqu'un se déplacer ailleurs. Ou sinon, vous êtes très bien comme vous êtes. Pour cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Maintenant, si 2 c'est suffisant, c'est bien. Si vous voulez 3-3, vous pouvez vous joindre les 2 groupes. Oui. Donc tout, c'est la définition bouddhiste. Tout ce qu'on va voir ici, c'est la définition bouddhiste. Ah, vous les faites un par un tranquillement. On n'est pas pressé, hein.
Et les verres d'eau. Alors, on n'est pas supposé avoir fini. On va voir, dans l'ensemble, vous avez compris la dynamique, ça rentre? Oui? Posez les 4 questions. Si c'est oui aux 4 questions, c'est 4 possibilités. Ah, s'il y a un non, il y a un problème. Ça dépend où est le non. Donc, quand on pose la première question, quelque chose qui est les deux. Si c'est non, ça veut dire que ce sera contradictoire. D'accord? C'est pour ça qu'on le pose en première question. On sélectionne. Première question, si c'est non, oublie ça. C'est contradictoire. On n'a pas besoin de poser les questions suivantes. Si après, entre les questions 2 et 3, c'est là qu'on va jouer entre 3 et 4 possibilités, en fait. Si on peut répondre oui à la question ou 2 ou 3, mais non à l'autre, ça veut dire qu'on a pour l'instant 2 possibilités sur les 4. Et ensuite, à la dernière question, on va trouver quelque chose qui n'est ni A ni B. Donc, on aura trouvé 3 exemples différents. Donc, ça sera 3 possibilités. D'accord? Donc, 3 possibilités va se jouer entre la question 2 et 3. S'il y en a une qui est non et l'autre qui est oui, ça veut dire qu'on a seulement 3 exemples qui peuvent être posés. Ça veut dire que c'est 3 possibilités. C'est l'histoire de la grande catégorie et de la plus petite. Que souvent on peut voir juste en lisant A et B, on va pouvoir imaginer facilement en général qu'il y a une grande catégorie, une plus petite, non? Donc celui-là, il est relativement facile. 4 possibilités, c'est le plus vicieux, je pense. Et donc si on peut répondre oui à la 2e et 3e question, et oui à la 4e, donc on aura 4 possibilités. Voilà. Non, oui à la première, oui à la 2e, oui à la 3e, oui à la 4e. 4 possibilités. Et maintenant, il nous reste l'équivalent. On ne peut pas répondre ni à la 2e, ni à la 3e dans l'équivalent. On ne peut pas trouver quelque chose qui est A, mais pas B. Et on ne peut pas trouver quelque chose qui est B, mais pas A. L'exemple, l'équivalent était impermanent et produit. Oui. Équivalent, produit et impermanent, on trouve quelque chose qui est les deux, la table, cette table. On ne peut pas trouver quelque chose qui soit impermanent mais pas produit. On ne peut pas trouver quelque chose qui ne soit pas produit mais impermanent. Donc aucune des 2 réponses. Donc c'est oui à la première et à la dernière question seulement. Si c'est non à la question 2 et non à la question 3, c'est équivalent. D'accord? Ça veut dire que tout ce qui est A est nécessairement B, tout ce qui est B est nécessairement A. Ok. Donc on en était où? Être vivant humain, on avait dit quelle était la réponse? 3 possibilités, 3 pi. D'habitude, ils les appellent 3 pi. Moussoum. Entre humain et animal? Pourquoi? Voilà. C'est juste ça. La réponse, il n'y a pas besoin d'élaborer, il n'y a pas de base commune, c'est la réponse systématique. D'accord? On est d'accord? Oui. Et on avait du mal à chaque fois à trouver, à répondre à cette question. Est-ce qu'il y a une base commune? Ok. Ça veut dire, est-ce qu'il y a un exemple qui soit les deux? C'est le numéro 1. L'option, poser quelque chose qui soit les deux. Oui. S'il y a pas d'exemple qui soit les deux, qui soit un être humain et un animal, donc ça sera contradictoire. La sirène ne compte pas, elle n'existe pas. Par exemple. Mais bien sûr, on peut toujours trouver des exceptions, ça peut être amusant des fois de trouver des exceptions, mais on va se centrer sur nos concepts bouddhistes éventuellement. Mais des fois, si vous avez besoin de vous lâcher, trouvez des exceptions, amusez-vous avec les exemples et tout ça. Ensuite, surtout à l'heure de la digestion, ça va être utile, pour stimuler un petit peu. Ensuite, la suivante, une personne blonde et une femme, combien de possibilités? 4 possibilités. Donc, je vais vous demander, je vous pose les 4 questions. Y a-t-il quelque chose qui soit les deux? Une femme blonde, par exemple? Marilyn Monroe, Odile, tout va bien. Y a-t-il quelque chose qui soit A mais pas B? Qui soit blonde mais pas femme? Trump. On va pas parler, on donne des exemples précis. D'accord? C'est le besoin. Et ensuite, à la 4e question, y a-t-il quelque chose qui soit ni personne blonde ni femme? Joe Jack. Il est pas blonde? Oh, ça c'est pas gentil, hein.
Oh. Donc, on a répondu aux 4 questions. Donc, 4 possibilités, on est d'accord? Et je vous montre en même temps comment le processus du débat va opérer. À un moment donné, on va devoir utiliser les formules, d'accord? Donc, c'est... Ah zut! Vous avez trouvé un exemple? Julia, allez, boum, c'est vrai. Donc, on a répondu oui aux 4 questions, 4 possibilités. Suivant. La tasse et la couleur du tasse, on le garde pour après manger, parce qu'on n'a pas le temps. Habitant, c'est un truc. Habitant de Lavore et habitant du Tarn. Alors, on va voir si c'est 3 ou 4. On va voir. On va voir par les questions. Combien de questions on peut répondre? Y a-t-il quelque chose qui soit les deux? Donc, un habitant qui soit de Lavore et du Tarn. D'accord. D'accord, décidément. Y a-t-il un exemple de quelque chose qui soit pas A, qui soit A mais pas B, qui soit de Lavore mais pas du Tarn? Non, on parle de Lavore d'Occitanie, de Lavore de l'Occitanie. Non, c'est vrai, t'as raison. Parce qu'il y a Lavore hors Dordogne. Je pense qu'il le sort sur la SNCF Connect. Yeah. Ouais, non, faut être précis quand même. Hein. Donc non, donc on sait que c'est pas 4 possibilités déjà. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit B mais pas A? Quelque chose qui soit un habitant du Tarn mais pas de Lavore? Yves Marsens. Vous êtes d'où? Albi. Voilà. Votre nom? Julia. Autre exemple de Julia, voilà. Parce qu'il faut donner un nom précis quand on parle d'être, c'est plus facile quand on a un nom précis comme exemple. On dit oui, voilà, exemple. Donc on a déjà 3. Et y a-t-il quelque chose qui soit un habitant qui ne soit pas de Lavore ni du Tarn? Moi c'est qui? Moi, il habite où? Dans le Gers, d'accord. Sylvie du Gers. Allez, quelqu'un d'autre? Donc voilà, donc on a total. On est d'accord? 3 possibilités. La suivante, vous avez eu le temps de la faire, baleine et poisson? Il y en a combien? Alors, contradictoire. Y a-t-il quelque chose qui soit les deux, baleine et poisson? Pourquoi? Mais non! La définition, c'est là qu'on a besoin de nos définitions. Et la définition de base d'une baleine, c'est un? Et un mammifère n'est pas un? Donc c'est? Voilà. C'est le jeu du débat. Exactement. Challenger, defender. Boum, boum, comme ça. D'accord? Non, c'est pas la peine. Tant qu'il n'y a pas de base, c'est pas la peine de chercher le reste, c'est contradictoire. Boum. Collier, objet en or, vous avez eu le temps de le faire? Oh là là, vous avancez, hein. Et on va être en retard pour manger. Et collier, objet en or, combien de possibilités? 4? Qui dit mieux? Il est temps d'aller manger, Jack. 4 possibilités. Allez, on y va. Je fais le challenger. Y a-t-il une possibilité qui soit les deux? Collier en or. Collier d'Odile en or. D'accord. Y a-t-il quelque chose qui soit A mais pas B? Celui de Cathy. Voilà. Y a-t-il quelque chose qui soit B mais pas A? Un lingot, une bague, etc. Et y a-t-il une table en or? Oh là là. Et y a-t-il quelque chose qui soit ni collier ni objet en or? Une montre en argent. Donc on est bien d'accord. On s'arrêtait là? Cet après-midi, on repassera ensemble tasse et couleur de la tasse et vous pourrez commencer, si vous avez fini les autres, par Bouddha, Bodhisattva. Vous pouvez aussi changer dans les groupes, hein, si vous voulez. C'est bien aussi de changer de dynamique parce que vous habituez les uns aux autres, ça devient trop facile. Donc cet après-midi, on touche ça, on revoit les formules du débat un petit peu plus établies et on va regarder les formes. Allez, bon appétit!